Nous sommes à Vire, dans le Calvados. Située au cœur des tranquilles pâturages du bocage virois, cette commune de 18 000 habitants est typique des zones rurales françaises. L'activité industrielle est peu présente, donc vous avez un peu de laiterie, un petit peu d'abattoir. Vous êtes assez loin de l'axe principal de la Nationale 13, voire de l'autoroute, donc la possibilité d'accès à l'emploi est aussi difficile. La population, très diverse, semble cependant mener une vie paisible à Vire. Vire est une ville plutôt calme, où les gens se connaissent. Vire n'est pas une commune qui est connue pour une insécurité particulière ou significative. Pourtant, le 27 février 2010, en fin d'après-midi, la gendarmerie reçoit un appel qui va venir troubler la quiétude de la ville. À l'autre bout du fil, Balthazar, un jeune homme de 22 ans, presse les gendarmes de se rendre à son domicile. Sa petite amie serait entre la vie et la mort. Il va dire « Venez vite, je me suis disputé avec mon amie, elle a saisi un couteau, elle a tenté de m'agresser, je me suis défendu, je lui ai mis plusieurs coups de couteau et je crois qu'elle est morte. » Les gendarmes se précipitent aussitôt sur place, mais en arrivant à l'adresse indiquée, ils sont surpris par le comportement de leur interlocuteur. Il est accompagné de ses parents et ne semble pas paniquer. Ils vont arriver et rencontrer un jeune homme qui est au téléphone. Ce qui marque, c'est le détachement finalement de l'intéressé qui manifeste assez peu d'émotion par rapport à ce qui s'est passé. Pourtant, lorsqu'elle pénètre dans le domicile, les forces de l'ordre se retrouvent face à une scène terrible. On va passer la tête dans un appartement qui n'apparaît pas si bien rangé que ça, qui pourrait indiquer qu'il y a eu de traces de lutte. Un des gendarmes va monter et va se rendre compte qu'il y a beaucoup de sang. Il y a une jeune fille qui est inanimée, avec un pantalon qui est à moitié baissé sur ses jambes. Le décès est certain et malheureusement, il est trop tard. Audrey, 24 ans, a succombé à ses blessures. Que s'est-il passé dans cet appartement? Qui est la victime que Balthazar présente comme sa petite amie? Et pourquoi le jeune homme s'en serait-il pris si sauvagement à elle? Au domicile de Balthazar, les gendarmes de la brigade de recherche de Vire tentent de comprendre le déroulement du drame qui a coûté la vie à Audrey. Ils examinent le corps de la victime. Les enquêteurs constatent de multiples plaies, par perforation certaines. C'est le signe évident de l'utilisation d'un couteau ou d'une arme blanche. On va retrouver d'ailleurs un couteau qui est proche de la victime, qui est ensanglanté. Les blessures d'Audrey sont localisées dans la partie supérieure de son corps, dans des zones vitales. Il ne fait aucun doute que la scène a été d'une violence inouïe. Il y a des traces de sang extrêmement nombreuses. Le corps a été déplacé. Plus terrible encore, les premières constatations laissent à penser que le crime pourrait être de nature sexuelle. Le pantalon d'Audrey est baissé à mi-jambe. Est-ce que c'est par l'effet d'avoir déplacé le corps et de l'avoir traîné par le pantalon? Est-ce que c'est autre chose, de plus sordide? Autre élément troublant, un plaid est saisi par les enquêteurs au niveau du visage de la victime. Il retrouve sur le plaid de l'éther et immédiatement, évidemment, on imagine que l'éther a pu être utilisé par l'auteur pour endormir la victime. Au même moment, à 200 km de là, à Guingamp, les parents d'Audrey attendent le retour de la jeune femme qui vit chez eux. Elle était partie le matin même à Vire pour récupérer ses affaires dans l'appartement de Balthazar, car ils étaient séparés depuis 7 mois. Quand elle est partie, ça allait. Et je lui ai dit, fais attention sur la route, méfie-toi. Il me dit, t'inquiète papa, ça va aller, à ce soir et tout. Je ne l'ai pas trouvé inquiète du tout.
Mais alors que les parents d'Audrey guettent son arrivée, c'est une toute autre visite qu'ils vont recevoir. Une visite qui va changer leur vie, à tout jamais. En soirée, donc on attend. On essaie de l'appeler, mais on se dit, mais si elle est sur la route, elle ne peut pas répondre. J'entendais un bruit de portière, 2 portières, 3 portières. Là, j'ai dit, c'est pas Audrey qui rentre, elle est seule. Puis quand j'ai ouvert la porte, j'ai vu la voiture des gendarmes. Quand il m'a dit qu'il était arrivé un drame, j'ai dit, elle a eu un accident de voiture. Là, il m'a répondu, non, elle a été poignardée. Je suis rentré dans la maison. Il disait pas un mot. Mais je me dis, mais qu'est-ce qui se passe? Il me dit, il a tué Audrey. Et là, c'est l'effondrement. C'est... on ne peut pas imaginer. Aînée d'une fratrie de 3 filles, Audrey a grandi à Guingamp, entourée de sa famille. Son enfance se déroule sans remous, car elle est passionnée de lecture et d'animaux. Audrey est de nature discrète. Sa sœur, Cyrielle, se souvient d'elle. Audrey, enfant, elle a toujours été joviale, le sourire, un rire qui résonne dans la maison. Elle passait son temps à travailler ses cours, ou dans sa chambre à écouter la musique, ou avec sa sœur, mais c'est vrai qu'elle ne sortait quasiment pas. S'il y a bien une sortie qu'Audrey ne rate jamais, ce sont les matchs de l'En Avant Guingamp. Passionnée de football, elle a même rejoint un groupe de supporters de la célèbre équipe locale. Elle emmène d'ailleurs régulièrement ses 2 petites sœurs avec elle au stade. On partait toutes les 3, écharpe autour du cou. On allait voir aussi des entraînements, on faisait des déplacements. On était vraiment toutes les 3, les 3 sœurs pour la même passion et très complices. Ouais. Et puis notre devise c'était faut pas toucher à ma sœur. 3 ans avant le drame, Elle a fait connaissance avec Balthazar. Audrey annonce à ses proches qu'elle emménage avec Balthazar à Vire. Un changement de vie qui inquiète ses parents. J'ai dit, tu t'engages en quelqu'un que tu connais pas, mais si je le connais un peu sur Internet et tout. Je dis, ouais, mais méfie-toi quand même. Mais Audrey s'installe tout de même avec Balthazar. Elle ne revient qu'occasionnellement à Guingamp. Dans la ville bretonne, personne ne l'a oublié. L'annonce de sa mort subite suscite une grande émotion. Si bien que la semaine suivant le drame, ses amis du club de supporters, emmenés par Bernie, décident de lui rendre un dernier hommage au célèbre stade du Roudourou. J'ai vu les autres gars à la mi-temps et j'ai dit de toute façon, il faut qu'on a la place pour mettre une voile dans notre secteur. On va mettre une voile et on verra combien de temps on la met. Et du coup, ils ont fait l'hommage, c'était une photo sur un drap. Ils ont écrit Audrey et puis avec son visage. C'est très émouvant. Son petit rire, son sourire, sa joie de vivre, ça mérite d'être rappelé et de montrer à tout le monde que voilà, le souvenir qu'on a d'elle, c'est quelqu'un de forcément souriant. Pourquoi s'en est-on pris à cette jeune fille si chaleureuse? Comment son histoire avec Balthazar a-t-elle pu se terminer ainsi? Qu'est-ce qui a vraiment poussé ce jeune homme à commettre l'irréparable? À la gendarmerie de Vire, après la mort tragique d'Audrey, Balthazar est placé en garde à vue. Avant de l'auditionner, les enquêteurs veulent en savoir davantage sur lui. Ils se penchent donc sur l'histoire personnelle de ce Guatémaltèque de 22 ans, adopté à l'âge de 2 ans par un couple de Virois. Le cadre est rigide à la maison, il a accès aux activités, on va savoir que Balthazar a pu faire du piano, des arts martiaux, du rugby, du tennis. Donc il a un confort matériel dont rêve ou en tout cas aimerait avoir la plupart des enfants. Et jusqu'à la 6e, 5e, il est même qualifié de bon élève, voire d'excellent élève. Mais à l'adolescence, Balthazar, perturbé par la question de ses origines, se rebelle. Ses relations se sont altérées notamment avec son père. Il y a eu des épisodes de violence entre eux et on a finalement eu une décision de placement.
Placé en famille d'accueil, le jeune homme se désintéresse de ses études. Après avoir raté son bac, il prend son indépendance et se réfugie dans les mondes virtuels, au point de devenir accro aux réseaux sociaux et aux jeux vidéo. C'est une façon pour lui d'entretenir finalement une forme de sociabilité. Il y passe des heures, des nuits, à échanger avec ses amis sur des jeux vidéo de guerre, de combat, des jeux qui expriment une certaine violence. Balthazar vit alors dans la précarité, ce qui ne facilite pas ses relations avec Audrey. Mais après la rupture, il semble reprendre sa vie en main. En effet, quelques mois avant le drame, il s'inscrit dans une formation de pâtissier et tout semble se dérouler à merveille. Il est présenté comme étant gentil, plutôt intelligent, serviable. Et là, on a l'impression qu'en fait, de ce côté-là, les choses se stabilisent et vont se régler. Comment les choses ont-elles ensuite dégénéré? Entendu par les gendarmes, Balthazar livre son récit du jour du drame. Il explique qu'Audrey est venue chez lui chercher ses affaires et que tout s'est passé dans le calme. Il charge les effets personnels d'Audrey dans la voiture, ils mangent ensemble, il indique qu'ils auraient une relation sexuelle ensemble, qu'ils vont regarder le tournoi des 6 nations. Mais au milieu de l'après-midi, la situation se serait envenimée, car Audrey souhaitait reprendre sa télévision. Une dispute aurait alors éclaté. Une dispute qui sera relative à cette télévision qui est très importante pour Balthazar. Il n'aurait pas les moyens d'en avoir une autre. Et à ce moment-là, eh bien selon lui, Audrey va le menacer d'un couteau. Et il dit « J'ai réagi instinctivement, je lui ai mis 4 coups de couteau. Et je ne comprends pas ce qui s'est passé. » Balthazar aurait donc agi en état de légitime défense, une version qui ne convainc ni les enquêteurs, ni les proches d'Audrey. Moi, je leur ai dit, de toute façon, c'est pas vrai, c'est pas possible. Je lui ai dit, elle était petite, menue. Même si elle avait tenu un couteau, il suffisait de lui prendre du poignet, et comme il avait fait des arts martiaux, il lui cassait le bras avant qu'elle ait eu le temps de lui porter un coup. L'attitude de Balthazar, après le drame, ne plaide pas davantage en sa faveur. Le jeune homme de 22 ans a mis 1 heure avant d'appeler les secours. Balthazar va dire « Je vais tenter de nettoyer en jetant de l'eau sur le sol. » Il va changer, il va aller acheter des cigarettes, il va aller appeler ses parents. On ne retrouve pas du tout l'état de panique ou de désarroi qu'on devrait rencontrer. Que révélera l'autopsie du corps de la jeune femme de 24 ans? Que s'est-il réellement passé entre Balthazar et Audrey? De quelle nature était exactement leur relation? Qu'est-ce qui a poussé ce jeune homme de 22 ans à commettre l'irréparable? À Vire, le 1er mars 2010, 2 jours après la mort brutale d'Audrey, les résultats de l'autopsie vont venir confirmer les doutes des enquêteurs. L'autopsie fait ressortir 11 plaies, dont 8 par percussion, c'est-à-dire vraiment que le couteau est utilisé de façon très marquée et très violente. Et on a 2 plaies qui sont mortelles, l'une qui est thoracique et l'autre qui est cervicale à droite. Balthazar s'est donc acharné sur Audrey et n'a pas hésité à lui porter des coups dans les zones vitales, alors même que la jeune femme tentait de s'enfuir. L'expertise va nous permettre de voir qu'il y a des lésions de défense sur le corps d'Audrey, donc elle s'est débattue. Donc on a des ecchymoses, des traces de lutte aussi, des traces de frottement de vêtements au coude. On en a aussi en région lombaire, on a toutes sortes de lésions. Dont une ecchymose qui attire particulièrement l'attention du médecin légiste. On a également cette lésion à hauteur des lèvres d'Audrey qui renvoie à la question de l'utilisation du plaid et de l'éther. Balthazar dira « L'éther, je l'ai mis parce que je voulais brûler le corps et brûler l'appartement. » Sauf que l'éther, on le retrouve dans les poumons. Si elle a inhalé de l'éther, c'est qu'elle était vivante. Donc c'est pas compatible avec la notion de légitime défense. Pour les enquêteurs, il n'y a plus de doute, il s'agit bien d'un meurtre. Pour tenter de comprendre comment Balthazar en est arrivé là, les gendarmes se penchent sur l'histoire de ce jeune couple. Sans emploi, Audrey et Balthazar ont vécu 1 an ensemble dans la précarité. Les proches de la jeune femme ne connaissaient que très peu son petit ami.
Je suis allé le jour de la signature de la caution. J'ai mangé avec eux, mais bon, c'est quelqu'un qui ne m'a pas parlé beaucoup. Et après, on l'a très peu vu, voire quasiment pas du tout. Peu à peu, le couple s'isole et Audrey prend ses distances avec sa famille, qui s'inquiète de la voir ainsi changer de comportement. Elle avait plus le droit d'appeler, elle s'habillait plus de la même manière, elle venait plus trop nous voir en Bretagne. Enfin voilà, on n'arrivait plus trop à avoir de contact avec elle. Il y avait quelque chose qui avait changé. C'était plus la Audrey joviale, son comportement était plus pareil. 1 an avant sa mort, la jeune femme avait d'ailleurs confié son mal-être à une amie. Soucieuse, cette dernière avait alerté la famille d'Audrey. Il a fallu que ce soit un ami d'Audrey qui prévienne notre fille pour lui dire il y a un problème. Et en effet, on a retrouvé des conversations où elle disait qu'elle n'avait pas à manger, le frigo était vide, que lui partait voir ses copains, qu'elle restait à la maison, qu'elle avait le droit de rien faire. C'est à ce moment-là qu'on s'est décidé de la récupérer à Vire. Les parents d'Audrey vont la chercher jusqu'en Normandie, mais celle-ci refuse de les suivre. Nous, on est rentrés à Guingamp complètement abattus parce qu'on ne s'imaginait pas la laisser derrière nous. En connaissant la situation, on s'est dit il va lui arriver un malheur, on ne peut pas la laisser derrière. Puis on a dû se rendre à l'évidence qu'il fallait la laisser derrière. Mais 6 mois plus tard, en août 2009, Balthazar quitte Audrey et la met à la porte de leur appartement. Elle m'appelle et puis maman, est-ce que je peux revenir à la maison? Je dis oui ma grande, je t'ai toujours dit que si tu voulais revenir à la maison, la porte était grande ouverte. Elle me dit ma maman, je rassemble des affaires et j'arrive vendredi. Et là le vendredi, donc elle arrive et je me dis, on a récupéré notre fille. Les parents d'Audrey retrouvent alors une jeune fille amaigrie, très éprouvée physiquement et psychologiquement par l'année qu'elle vient de passer aux côtés de Balthazar. Pour Audrey, finalement, cette décision, elle va être salutaire parce qu'elle va rentrer chez ses parents, elle va pouvoir se refaire une santé, elle va pouvoir renouer des liens avec ses sœurs, avec sa mère. Papa et maman me disaient c'est bon, elle va mieux, elle est à nouveau souriante. Enfin voilà, c'est comme une fleur, elle était à nouveau épanouie juste avant son décès. Comment les choses ont-elles dégénéré? Pourquoi 7 mois après leur séparation, Audrey a-t-elle renoué avec Balthazar? Et surtout, qu'est-ce qui a provoqué la rage du jeune homme? À la gendarmerie de Vire, les investigations sur la mort d'Audrey se poursuivent. En interrogeant les proches de la jeune femme, les enquêteurs apprennent que malgré la rupture, Balthazar n'avait pas tourné la page. Il appelle, il envoie des messages. Quand il n'a pas de réponse, il essaye d'envoyer des textos. Quand le texto passe pas sur le téléphone, il envoie un texto sur le téléphone fixe. Donc il maintient absolument ce lien. C'est des vingtaines, des trentaines, des cinquantaines de messages par jour, de tentatives d'appel, de communication. Voilà, c'est très prégnant. Le père d'Audrey se souvient du harcèlement que subissait sa fille depuis sa rupture avec Balthazar. J'entendais crier, je me suis demandé ce qui se passait. Je suis arrivé dans sa chambre, je lui ai demandé qu'est-ce qu'elle avait à crier comme ça. Elle me dit, c'est encore l'autre qui est en train de m'embêter au téléphone. J'ai dit, il va falloir qu'il arrête, lui. Puis en fait, il n'a jamais arrêté. Car plus inquiétant encore, Balthazar n'hésite pas à s'immiscer dans la vie privée de son ex-petite amie. Audrey me disait comme ça, sans arrêt, maman, enfin voilà, je comprends pas, j'ai des contacts qui sont supprimés, il y a quelqu'un qui répond à ma place, ma messagerie est piratée. Et puis là, par la suite, en fait, j'apprends que c'est Balthazar qui pirate sa messagerie. Le jeune homme, très possessif, découvre qu'Audrey a fait une nouvelle rencontre sentimentale. Pour lui, c'est la concrétisation que Audrey est en train de lui échapper. C'est sa chose, elle n'avait pas le droit de refaire sa vie avec quelqu'un d'autre, c'était à lui. Si elle ne restait pas avec lui, il l'a supprimée. La jalousie serait donc le mobile du crime. Et si le suspect dit avoir agi de façon impulsive, l'expertise de son ordinateur va révéler un historique de recherche qui fait froid dans le dos. Il a des sollicitations qui peuvent interpeller. Comment tuer quelqu'un et faire passer ça par un suicide, comment tuer avec un couteau.
Pire encore, dans les jours précédant le meurtre, les pseudonymes utilisés par Balthazar sur les réseaux sociaux présageaient un funeste projet. On pourrait parler de chronique d'une mort annoncée, hein, puisqu'on a presque un compte à rebours qui s'est ouvert dans l'esprit de Balthazar. Il écrit donc J-5, regarde le monde qui t'entoure, il arrivera ce qu'il arrivera. Jusqu'au bout, j'y aurais cru. Ça fait vraiment peur. Autre découverte troublante, quelques jours avant la mort d'Audrey, le jeune homme de 22 ans s'est procuré de l'éther sans ordonnance en pharmacie sous un étrange prétexte. Il va aller chercher de l'éther et il s'est renseigné bien avant le jour des faits, puisque c'est, je crois, 3 à 5 jours avant qu'il a besoin de cet éther où il dira « j'ai besoin de soigner mon chat ». Expertisé par un vétérinaire, le chat n'a pourtant aucun parasite. Les enquêteurs ont désormais la preuve que Balthazar avait prémédité son crime. Il est donc mis en examen pour assassinat. Et pour mieux comprendre les raisons de son passage à l'acte, des expertises psychiatriques et psychologiques sont ordonnées. On a quelqu'un qui est construit sur un sentiment de doute, sur une quête des origines, sur un narcissisme assez important. Il est très égocentré et il ne supporte pas l'abandon. Parce que l'abandon, c'est l'échec, et l'échec, ça le renvoie à trop de choses néfastes. Et c'est pas possible. Balthazar ne peut pas échouer. Au cours de son procès, Balthazar admettra-t-il enfin avoir prémédité son geste? Le verdict sera-t-il à la hauteur des attentes de la famille de la jeune femme? Et surtout, obtiendront-ils des réponses à toutes leurs questions? Le 30 mars 2012, 2 ans après les faits, le procès de Balthazar s'ouvre devant la cour d'assises de Caen. Les proches d'Audrey revoient alors ce jeune homme pour la première fois depuis le drame. C'est vraiment difficile pendant le procès de le voir parce qu'il ne nous regarde pas, il est détaché. On ne sait pas trop ce qu'il fait là. On a l'impression qu'il est en procès de quelqu'un d'autre presque. Mais sur le banc des parties civiles, la famille de la victime attend des réponses. Pourquoi il l'a tué? On n'a pas le droit d'enlever la vie comme ça à quelqu'un. Je dis, Audrey était si gentille, si douce. Elle était tellement appréciée de tout le monde que c'était pas possible. Pourquoi il a fait ça? Pourquoi? Mais Balthazar maintient sa version de la légitime défense, malgré les preuves accablantes recueillies à son encontre. Néanmoins, devant la cour, il livre un terrible aveu. À un moment, je crois que ça restera gravé à jamais dans ma vie. Il dit comme ça, Audrey m'a demandé d'appeler les secours et moi je me suis acharnée sur elle. Et ça c'est terrible. Après 3 jours d'une audience sous haute tension, Balthazar est condamné à 30 ans de réclusion criminelle, assorti d'une période de sûreté de 20 années. Le jeune homme de 24 ans fait aussitôt appel. Jugé en 2e instance, 7 mois et demi plus tard, il concède enfin une part de vérité. C'est la seule nouveauté du procès d'appel, c'est-à-dire qu'il va reconnaître ce que tout le monde soupçonnait, ce que tout le monde disait, d'ailleurs pour lequel il avait été condamné. Il va reconnaître cette préméditation, c'est-à-dire il fallait que je la tue. Sa peine est allégée. Il est finalement condamné à 27 ans de réclusion criminelle avec une peine de sûreté de 18 années. La famille d'Audrey accepte le verdict, mais s'inquiète pour la suite. 3 ans de moins, non, ça change rien pour moi, ça change absolument rien. Moi, ce qui m'inquiète le plus, c'est un comportement comme ça. C'est que le jour où il ressortira, il peut recommencer.